dans Politmag, spéciale élection municipale, les Français ont la parole pendant toute la campagne. On va essayer de comprendre quelles sont vos préoccupations au quotidien, avec bien sûr des reportages sur le terrain, vos remarques et notre sondage sur nos réseaux sociaux. Et puis bien sûr, notre débat avec pour thème aujourd'hui, l'ascenseur social en France est-il à l'arrêt? Pour en parler, nous sommes avec Jean-François Amadieu, sociologue et spécialiste des discriminations sociales. Face à vous, Jacques Sapir, économiste pour RT France, et puis Jean-Marc Sylvestre, journaliste spécialiste des questions économiques, également pour notre chaîne. Merci d'être avec nous sur ce plateau. En matière d'égalité des chances, la France est parmi les moins bons élèves de l'OCDE, 21e sur 30. Il faut en moyenne 6 générations, ce qui représente 180 ans pour qu'une personne née au bas de l'échelle sociale atteigne le niveau moyen. Un sentiment d'injustice fortement ressenti, notamment en région PACA, par exemple à Marseille, on pense que l'ascenseur social est bloqué. Vous voyez ce reportage de Nadège Abderrazak et Lucas Tua, et on en parle après. Pourquoi les inégalités sociales sont plus marquées dans la cité phocéenne? Marseille, c'est près de 900 000 habitants, 39% des foyers assujettis à l'impôt, communautarisme, infrastructures vieillissantes, accès différent à l'éducation. Les raisons de l'immobilisme social sont nombreuses. Il y a des portes qui s'ouvrent selon le milieu social. Le point de vue des gens est déjà l'adresse. Selon l'adresse que vous donnez, l'éducation que vous avez eue ou le métier de vos parents, vous êtes déjà aiguillé sur une certaine catégorie de travail et d'autres non. Les moyens financiers jouent énormément. Demain, si je veux rentrer dans une grande école de commerce, ce que j'aspire, je sais que je vais devoir avant tout soit demander un prêt à la banque, soit travailler pour me payer moi mon école de commerce, parce que je sais que mes parents ne seront pas forcément dans la capacité de me les payer. Tandis qu'un fils d'ouvrier, un fils de cadre, ce sera plus simple pour lui d'y accéder, quoi. Il n'y aura même pas question de souci d'argent. Son seul souci, ce sera préparer le concours, quoi. Et l'État, là où il est responsable, c'est d'avoir enclavé tous ces gens dans un même quartier et attendre que ça passe, et attendre que ça... Voilà, et après, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu ingérable. Hein. Après, l'État, c'est vrai qu'il n'a pas non plus tous les torts, mais il a ce tort-là. D'après un rapport de France Stratégie, l'origine sociale d'un individu joue un rôle capital dans son niveau de vie. Un enfant de cadre a ainsi 5 fois plus de chances d'être riche qu'un enfant d'ouvrier. Les écoles de la ville, qui dépendent théoriquement de la ville, sont dans un état épouvantable. La ville elle-même a estimé à 1 milliard d'euros la réfection de ces écoles. Ça veut dire que rien n'a été fait. L'ascenseur social, c'est une fiction. C'est un truc que l'oligarchie a inventé pour faire croire aux pauvres qu'ils avaient une chance quelconque. Non seulement il n'y a pas d'ascenseur social, mais il n'y a pas d'escalier de service, vous voyez. Alors si, de temps en temps, on en prend un, on dit, voilà, regardez, il a réussi. C'est un peu comme le Safe Man aux États-Unis. On donne un exemple, mais quand vous allez aux États-Unis, ce que vous voyez surtout, c'est de la misère. Un ascenseur social qui est en panne depuis 40 ans. Il n'y a même plus d'escalier de service. Pourquoi les Français n'y croient plus, Jean-François Amadieu? Déjà, vous savez, quand on fait des comparaisons internationales et qu'on prend les sondages d'opinion sur les sujets qui sont l'ascenseur social, les inégalités, la perception de ces sujets, la France est toujours extrêmement mal classée sur tous ces sujets. Alors, c'est certainement le pessimisme des Français, l'aspect contestataire, mais il est certain que ça fait depuis longtemps que les Français sont sans illusion. Alors, peut-être qu'une des explications aussi, c'est que les Français, à la différence peut-être d'autres pays, on pourrait penser à la Chine, à l'Inde ou d'autres pays, au fond, et même aux États-Unis, c'est vrai que chez nous, les gens s'accommodent moins bien de ces inégalités. Ils les constatent, que ce soit l'inégalité des chances, de la mobilité sociale, ou bien les inégalités de revenus ou de patrimoine. Elles sont moins bien acceptées chez nous. C'est sans doute pour ça aussi qu'il y a cette sensibilité. Mais le plus frappant, c'est que malgré cela, ça ne change pas. C'est ça qui est le plus intéressant. Probablement parce qu'il n'y a pas de traduction et de portage politique, je crois qu'il faut revenir à ça quand même, depuis déjà assez longtemps de ce sujet, mais j'espère qu'on pourra en prendre quelques exemples. C'est ça qui est le plus frappant. Non pas que, alors que tout le monde en est parfaitement conscient.
Oui, voilà. C'est une question de ressenti, Jacques Sapir. On l'a vu, hein, l'argent, le nerf de la guerre, quand on part évidemment avec un gros handicap en la matière, il y a peu de chances finalement d'y arriver en France, ou est-ce que c'est un ressenti qui est un petit peu exagéré? Alors, c'est un ressenti. Et comme tout ressenti, il ne faut pas considérer qu'il soit exagéré ou pas. Il y a des chiffres aussi. Voilà. Ce qui est intéressant, justement, c'est de comparer ce ressenti aux chiffres. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les chiffres? On voit que l'ascension sociale s'est plutôt accélérée dans les années 70 et dans les années 80, mais que depuis la fin des années 90, elle tend à se ralentir. Il y en a toujours, en réalité, mais il y a aussi, et c'est un phénomène qui est extrêmement important, un fort immobilisme et surtout une forte descente sociale. Et moi, je pense que psychologiquement, le fait que des gens soient confrontés à des descentes sociales, c'est-à-dire à des gens qui perdent leur statut, ça les impressionne d'autant plus. Il y a plus de gens qui redescendent. Il y a plus de gens qui redescendent que de gens qui montent. D'ailleurs, on le voit que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Bon, et donc ça, c'est un problème. Mais en même temps, il y a toujours effectivement une certaine ascension sociale. Donc là, vous voyez, ça c'est la mobilité sociale observée des femmes par rapport à la mère. Et on voit que aujourd'hui, on est à peu de choses près à l'équivalent ascension ou descente. Mais si on regarde d'autres chiffres, par exemple, la comparaison entre les femmes et les hommes, eh bien, on verra que ce n'est pas exactement ce type de résultat que l'on a. Globalement, on va le voir, ouais, voilà. Globalement, voilà. Alors ça, vous avez là, et vous voyez que chez les hommes, c'est quelque chose qui est nettement plus marqué que chez les femmes. Donc, il y a aussi cet aspect, cette espèce de différence par sexe. Qui s'explique qui s'explique par de nombreuses choses. Le fait, par exemple, que, on le sait, dans l'éducation nationale, les filles sont plus travailleuses que les garçons. C'est tout bête. Et à égalité de situation sociale, bien sûr qu'elles auront des problèmes, les filles qui viennent des milieux populaires. Mais comme elles sont plus travailleuses, eh bien, d'une certaine manière, elles s'en sortiront un peu mieux que les garçons. Moi, ce qui me frappe le plus dans ces graphiques, c'est le fait qu'on a eu une forte ascension sociale, je vous dis, dans les années 70, dans les années 80 et au début des années 90. On a le point le meilleur en 93. Par contre, depuis 93, évidemment, la situation se détériore. Alors, ça peut être dû au mauvais fonctionnement de l'éducation nationale, c'est vrai, mais ça peut être dû à différents autres phénomènes. Et effectivement, désormais, le poids de l'argent commence à peser de manière de plus en plus importante sur la capacité d'ascension sociale. Oui, ce qui n'était pas le cas, effectivement, puisqu'en plus, a priori, l'école est la même pour tous. Bien sûr, l'école est gratuite et censée être gratuite. Alors, on va y venir, évidemment. On va écouter d'abord Emmanuel Macron lorsqu'il parlait justement des dépenses de l'État pour essayer de niveler ces différences sociales. Écoutez. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. C'est le truc par l'éducation, il ne faut pas refaire un discours de congrès, mais c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est narratif. Et donc il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté. Jean-Marc Sylvestre, on entend le coup de gueule d'Emmanuel Macron, il devrait y avoir un truc pour s'en sortir, mais alors quel est-il selon vous ? Oui, enfin, j'avais oublié son coup de gueule. Le facteur qui me choque le plus, c'est que c'est vrai que l'ascenseur social est en panne. Peut-être qu'on y reviendra, mais je pense qu'il est en train de repartir dans certains cas, dans certaines régions. Les derniers chiffres du chômage, j'espère qu'on va en parler, sont très révélateurs d'un phénomène. Mais ils sont meilleurs, pas globalement, ils sont meilleurs. Il reste une France d'en bas et une France d'en haut, mais ça n'est plus un clivage géographique, c'est autre chose. Et c'est très très intéressant quand on voit les départements qui décollent et les départements qui restent stagnants. Non, peut-être qu'il est en train de s'améliorer, peut-être que la nouvelle génération des millénials se
se comportent différemment, avec des besoins et une demande sociale et une demande de consommation et une demande de travailler différente de celle de leurs aînés, avec non pas forcément une accumulation ou une optimisation de leurs revenus, mais plutôt une utilisation du capital qui est à leur disposition. Et je pense notamment au développement de toutes les économies collaboratives comme le Airbnb, le Blablacar et tout ça, qui sont rien d'autre qu'une optimisation de l'utilisation d'un capital qui a été accumulé par les générations précédentes, parce que les voitures ou les appartements qu'on peut louer, donc ils misent là-dessus. Mais ce que je voudrais surtout dire, et c'est ça qui est scandaleux, et ça nous ramène à la phrase d'Emmanuel Macron, c'est qu'on est le pays où l'ascenseur social est effectivement en panne, avec un ressenti très fort, et on est le pays qui, dans le monde, est le plus redistributif. Oui. Nous avons 56% du PIB qui est en distribution, en redistribution. Mais la redistribution, bon sang de bonsoir, ça sert principalement à essayer de réduire les inégalités. Or, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la machine redistributive. Il y a des pertes en ligne. Et puis, il y a un mauvais process qui fait que ça vous colle des gens dans une situation qui est mal. L'éducation nationale, c'est vrai, l'éducation nationale ne fonctionne pas et ne remplit pas sa mission. Je pense par exemple à elle fonctionne quand même globalement. Dans l'éducation nationale, le système de la carte scolaire, mais ça a été une connerie monumentale, parce que ça vous a scotché des gens dans l'école où ils habitent, alors qu'il aurait fallu faire circuler les gens. Pas mal. Quand on a eu l'idée, moi je me souviens, j'étais jeune, de mettre des universités un peu partout dans les départements, au plus près des familles. Mais c'est une bêtise. Il faut que les jeunes puissent circuler pour aller dans une autre région. Il aurait mieux fallu consacrer. Mais il fallait consacrer l'argent à autre chose et à assurer la mobilité à des cités universitaires, etc. Donc on maintenait ces inégalités dans un endroit donné. On a maintenu ces inégalités et on ne s'est pas préoccupé de ce qui était la véritable cause de la panne de l'ascenseur social. C'est la capacité de trouver un emploi. C'est les jobs. C'est le job qui vous sort de cette misère sociale et de ce déclassement social. Donc on s'est laissé avoir par le déclassement lié à la perte des emplois industriels, et puis on s'est laissé avoir aussi par l'impossibilité de permettre à l'entreprise d'embaucher plus facilement. La série de réformes qui a été faite depuis, disons, François Hollande, ou peut-être un peu avant, même au moment de la crise par Sarkozy, a débloqué la chose. Les résultats ont tardé, les résultats sont en train d'apparaître. Je trouve que les résultats sont en train d'apparaître et ils sont quand même assez spectaculaires dans la mesure où on va arriver à un taux de croissance là de 8% et sans doute de 7%. Du pourcent. Non, taux de chômage. Peut-être un jour. C'était extrêmement imprudent. Jean-François. Ce type de prévision. Alors ça, on verra, on ne fait pas de prévision fiction, mais... on était à 12. Non, on n'a pas été à 12. Et le problème, c'est qu'on sait très bien que là, le gouvernement confond le taux de chômage et le nombre de demandeurs d'emploi. Le nombre de demandeurs... Les chiffres du chômage peuvent se... Non, ils sont parfaitement contestables. Ils sont même contestés par les gens de l'INSEE, je te signale. On refera un débat évidemment sur le chômage, ça sera la thématique d'une de nos émissions. Jean-François Amadieu, on parlait de... Est-ce que les inégalités sont aussi visibles selon une cartographie française précise? Est-ce qu'elles sont l'apanage d'une région plus qu'une autre, ou pas? Ou alors est-ce qu'on les trouve dans toutes les zones géographiques? Oui, non, je crois que un des facteurs effectivement qui peut jouer, et vous reveniez dessus, c'est la situation des bassins d'emploi du marché du travail, parce qu'effectivement les taux de chômage vont exercer un effet, on le sait. Après, il y a quand même d'autres facteurs qui jouent sur les chances de réussite scolaire. Par exemple, quand vous prenez la région Bretagne, traditionnellement, elle excelle dans ses performances, et on sait que dans d'autres parties du territoire national ou de la métropole ou de l'outre-mer, les performances des académies peuvent être différentes. Donc ça, c'est connu. Il y a cette variable, et même très très forte quand on regarde la performance dans le système éducatif. Alors après, il faut en faire l'analyse. Il y a et c'est important pour comprendre aussi la reproduction sociale, plus ou moins importante, et puis les performances du système éducatif. Tout à l'heure, vous aviez un reportage sur Marseille, on peut penser à d'autres zones géographiques. Alors vous avez à la fois des territoires dans lesquels il va y avoir une situation de pauvreté importante qui se maintient, avec vous parliez de désindustrialisation, ça c'est des territoires de ce type, et puis vous avez les territoires dans lesquels il y a eu des flux migratoires très importants. Et il est évident que lorsque vous comparez les scores PISA, lorsque vous faites ce type d'analyse, nous savons que ce qui a joué
parfois en aggravant la situation du milieu social, ça pouvait être le fait que vous êtes enfant issu de l'immigration ou d'une immigration récente et que dès lors, vos parents n'avaient pas le capital scolaire, et c'est bien connu, qui vous permet, dès la maternelle, plus rapidement, d'avoir les apprentissages fondamentaux. Concrètement, votre mère vous lit une histoire 1 fois ou 2 fois par semaine et vous lit des livres, etc. Il faut quand même le rappeler parce que c'est connu quand on fait des comparaisons des performances des systèmes éducatifs. C'est un élément. Oui, mais c'est compliqué. Les élèves sont de moins en moins nombreux à avoir des résultats corrects. Oui, mais parce que, effectivement... 107 points l'écart de résultats. C'est une des variables. Par exemple, on sait très bien, c'était décrit dans un livre d'Hugues Lagrange, on sait très bien que la taille des fratries est variable selon les flux migratoires. Elle a des effets importants sur la performance des enfants. C'est pour ça que tout ce qui pouvait... Ça fait depuis des années que les spécialistes de l'éducation savent que pour améliorer, éviter la reproduction sociale et introduire de l'égalité dans le système, outre les aspects de carte que vous évoquiez, l'autre point important, c'est, la taille des classes, et 2, ça va être... donc il y a la question des fratries, et c'est surtout l'accent qui doit être mis sur l'ECP, la maternelle, la grande section, c'est-à-dire... C'est ce que dit Jean-Michel Blanquer, d'ailleurs. Bien sûr, mais ce que je veux vous dire, c'est que demandez-vous depuis combien de temps nous le faisons. Depuis combien de temps il a été décidé de mettre en œuvre, là où ça doit être fait, c'est-à-dire le plus tôt possible en maternelle, une politique qui permet cette égalité des chances dès le plus jeune âge. Parce que moi, j'ai connu ça il y a plusieurs années. J'ai monté avec l'Éducation nationale un grand réseau de 80 grandes entreprises françaises soutenues par l'Éducation nationale, avec une charte. On a fait ça sous Gilles de Robien. C'est le réseau des entreprises au service de l'égalité des chances. Très bien. Oui, non, mais c'est très bien. Mais moi, je me souviens très bien quand j'ai expliqué aux gens du monde de l'entreprise, aux uns et aux autres, je vous parle de ça il y a 15 ou 20 ans, quand je leur disais, mais quand même, il faudrait pas simplement s'intéresser aux jeunes qui veulent rentrer à Sciences Po ou accéder aux grandes écoles, peut-être qu'on pourrait s'intéresser à la maternelle. Les gens me regardaient avec des yeux ronds. C'est pas le sujet. Et c'est en effet depuis que Jean-Michel Blanquer est là qu'on a mis en œuvre cette idée qui est une évidence scientifique, mais bien connue, qui est que la taille des classes avait un effet. Donc le nombre d'enfants que vous avez dans une classe, c'est quand même basique. Et deuxièmement, depuis quand, deuxième exemple, la France, dans toutes les comparaisons de l'OCDE, vous le savez et maintenant c'est admis, on le savait déjà, mais depuis quand on s'attaque à la question de la rémunération des enseignants du primaire ? C'est quand même invraisemblable. Toutes les études scientifiques, il faut être clair, toutes les études que nous avons, pas seulement ce que fait l'OCDE, mais tout le monde, nous savons très très bien, ça a été fait en Angleterre, aux États-Unis, dans plein de pays, qu'une variable considérable de la performance du système éducatif et du fait qu'il va corriger les inégalités, c'est la rémunération de l'enseignant. C'est simple. C'est seulement, regardez, depuis quand c'est à la suite des retraites, Blanquer le savait, Blanquer ne l'ignorait pas, mais il ne pouvait pas le faire, ça coûte trop cher. Mais en quoi cette rémunération jouerait ? C'est une motivation. Non, c'est une variable centrale. Le facteur de rémunération, c'est un facteur d'attractivité pour la qualité des gens. C'est pas parce que vous allez payer les instituteurs aujourd'hui 2 fois plus qu'ils vont être meilleurs. Non, vous allez en avoir d'autres. Surtout pas de rémunération au mérite, ça ne marche pas. C'est un problème, par exemple, on le voit dans les concours de recrutement. Aujourd'hui, il y a moins de gens qui se présentent que le nombre de places qui sont offertes au concours. Mais on retrouve aussi là le phénomène de vos femmes tout à l'heure, parce que si les femmes ont bénéficié de l'ascenseur social, c'est qu'elles ont pu accéder à un travail qui était d'ailleurs moins rémunéré que les hommes ne voulaient plus, et plus que leur mère, puisque leur mère ne travaillait pas. Donc vous faites la comparaison avec la mère. Donc voilà, c'est ça. Mais ce que je voudrais revenir sur avec des petits exemples qui collent et qui perdurent la panne de l'ascenseur social. Vous parliez il y a bien sûr il y a l'assistance généralisé. Ce poids de l'assistant généralisé n'est pas motivant. Voilà. À partir du moment où le différentiel entre votre revenu d'assisté et votre revenu de travail et de production n'est pas assez, vous n'avez pas forcément intérêt à le chercher. Et c'était tout l'objet des réformes de structure. Non. Et ça, pendant 30 ans, on a perduré dans ce système-là pour des raisons politiques, syndicales, etc. Le deuxième exemple que je voudrais vous donner, c'est l'éducation nationale. Vous avez totalement raison pour donner l'exemple de la Bretagne, que je connais bien. La Bretagne, c'est une des régions les plus
les plus performantes en termes de résultats au bac. Toujours. Et une des raisons qu'on m'a donnée, moi, c'est que c'est aussi la région où il y a le plus d'enseignement libre, d'enseignement catholique. Et c'est pas dans l'enseignement catholique qui produit les bacheliers, c'est l'enseignement public. Pourquoi ? Parce que vous avez une concurrence effrénée dans un village entre l'enseignement libre et l'enseignement catholique. L'enseignement libre attire naturellement les populations, mais l'enseignement public, eh bien, va les attirer par la performance. Et donc, le facteur concurrence... C'est vrai. Oui, c'est une grille de lecture. La concurrence... libérale et la concurrence comme moteur de la performance. Mais la concurrence comme moteur de l'excellence, ça peut être un moteur, c'est vrai. C'est un moteur de l'excellence. En vérité, il y a une dimension culturelle en Bretagne. On a beaucoup expliqué que c'est quand même les structures familiales, le rapport à l'éducation. De la même manière que si vous réfléchissez, si vous comparez les pays d'Asie à nos pays, c'est pas la concurrence privée-publique, c'est les aspects culturels. C'est le rapport à l'éducation, la structure familiale. Les grandes familles bretonnes ne mettent plus leurs enfants à l'école catholique. Ce qu'elles faisaient il y a 25 ans. C'est pas la seule variable. J'ajoute une chose, il y a un deuxième facteur. C'est cette idée qu'il fallait favoriser l'accession à la propriété, par exemple. Donc on a favorisé l'accession à la propriété. Résultat, on a scotché des gens dans des régions en les incitant à devenir propriétaires de leur pavillon ou de leur appartement, avec des aides à n'en plus finir. Et puis quand le job est parti, eh bien, on est resté coincé au chômage et les enfants aussi sont restés coincés. La mobilité, c'est la clé. La mobilité, c'est la clé. C'est dans tous les cas, et l'éducation. C'est pas votre avis, Jacques Sapir? Ça coûte cher la mobilité également. Bon, oui, absolument. La mobilité peut jouer, mais on constate aussi, par exemple, dans un pays où il y a une très grande mobilité, bien plus grande qu'en France et même bien plus grande qu'en Europe, d'un point de vue général, les États-Unis, il y a malgré tout des problèmes d'ascension sociale qui sont extrêmement importants. Donc on voit bien que la mobilité n'est pas une solution en tant que telle. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais elle n'est pas une solution en tant que telle. Un autre problème que vous avez dit et qui me semble effectivement très important, c'est la maîtrise de la langue. La maîtrise de la langue est essentielle. Oui. Si un élève arrive au collège sans maîtriser la langue et sans maîtriser les opérations de base, il sera absolument perdu. Donc ça, c'est... Mais il faut revenir sur un point qui me semble important. Notre système a produit de l'ascension sociale. Alors, d'abord, il a produit de l'ascension sociale globale, même si l'enquête que je citais, qui est une enquête INSEE, ne couvre pas la période des années 50. On voit très bien que là, il y a une ascension sociale, mais qui, elle, s'explique aussi parce que il y a une génération creuse, arrive une génération qui est plus pleine. Bon. On continue à produire de l'ascension sociale dans les années 70, 80 et le début des années 90. Et on constate qu'à partir de 95, 97, le phénomène s'arrête, puis s'inverse, et là, l'ascension sociale diminue. Donc, je crois qu'il faut vraiment réfléchir sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que ça traduit la volonté de stratification de la société exprimée par les gens qui étaient arrivés dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, je n'exclus pas le fait qu'il y ait, grosso modo, une génération qui fasse un petit peu couvercle de marmite pour les autres. Ça, c'est un premier problème. Deux, effectivement, une population qui est plus hétérogène. Alors, je ne dis pas que ce soit nécessairement un problème, parce qu'on a eu des enfants de l'immigration, mais de la vieille immigration, des enfants qui sont nés dans les années 70, voire dans les années 60, dans des familles qui ne maîtrisaient pas mieux le français que les familles immigrantes. D'ailleurs, je signale, en Bretagne, que tu as cité, moi j'ai des cas, le cas de ma belle-mère, qui vient d'une famille où la langue vernaculaire, c'était pas le français, c'était le breton. C'est pour ça que j'ai ajouté la taille des fratries pour l'immigration subsaharienne. Exactement. Mais là aussi, elle avait une fratrie importante. Elle était dans une famille de 6. Bon, et elle réussit un parcours d'ascension sociale dans les années 50, 60. Parce qu'il y avait moins de chômage aussi, peut-être. Alors oui, effectivement. Plus d'espérance. Tout à fait. On était dans situation de plein emploi. Ça a beaucoup joué. Mais il faut rappeler ici que parmi les problèmes qui jouent le plus, il y a la question de la maîtrise de la langue et il y a la question de l'image que renvoie le système scolaire dans les yeux des parents. Quand vous avez des parents qui font confiance dans le système scolaire, les résultats de l'enfant s'améliorent automatiquement. Quand vous avez des parents qui sont en critique face au système scolaire, qui disent que c'est un système qui ségrègue, etc., de manière
quasi naturelle, et ça a été démontré, il y a un fameux livre qui s'appelle Pygmalion à l'école, qui montre l'importance de ces représentations sur les enfants, y compris sur les enfants très petits, puisque là on parle d'enfants de 4-5 ans dans Pygmalion à l'école, et bien là, vous n'avez pas d'impact. Donc, il faudrait, et c'est extrêmement important. Confiance aussi il faut reconstruire la confiance. Il faut reconstruire la confiance d'une partie de la population française vis-à-vis de l'école. On va continuer d'en parler, bien sûr. La France championne des inégalités sociales à travers son système éducatif. Restez avec nous. On continue ce débat donc sur les inégalités en France. On se retrouve dans quelques minutes. Restez avec nous. Ce qui s'est passé sur Tesla, si vous voulez, est assez symptomatique du reste. Oui. Vous avez une déconnexion complète entre la valeur et le prix. Si vous prenez la valorisation boursière, c'est-à-dire on est monté jusqu'à 165 milliards pour une boîte qui, depuis le début, perd en cumulé 6 milliards et demi. Je ne validerai pas la valorisation actuelle qui est complètement décorrélée des fondamentaux en effet, mais après il y a tout de même des aspects dans cette société qui peuvent être valorisés à un certain montant. Au-delà en tout cas des voitures en elles-mêmes, il y a la technologie du logiciel qui est à l'intérieur et il y a également les batteries qui peuvent être vendues ou la technologie qui peuvent être vendues à d'autres personnes. Ils vendent 350 000 voitures. Ça veut dire que vous valorisez la voiture entre 400 et 500 000 $. La voiture, c'est une manipulation de cours pure et dure. Il faudrait que les nations puissent se regrouper, notamment une troisième force. Et cette troisième force, c'est l'Europe. Mais l'Europe, elle est incapable de faire ça. Il y a une remise en cause de la relation très privilégiée entre l'Europe et les États-Unis. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devrions développer un dialogue France-Allemagne, Russie, Chine. Tout ça, ça paraît pas avancer dans le bon sens quand même. Hein. Le risque pour nous, c'est de sortir de l'histoire. Moi, je suis convaincu que l'avenir des relations internationales pour les 15 ans qui viennent, c'est la relation entre les États-Unis et la Chine. Nous, Européens, si nous ne sommes pas capables d'être le troisième pôle, à ce moment-là, on aura des fragilités et on sortira de l'histoire. Politmag, la suite avec Jean-François Amadieu, sociologue et spécialiste des discriminations sociales, Jacques Sapir, économiste pour RT France, et Jean-Marc Sylvestre, journaliste spécialiste des questions économiques. En France, la pauvreté augmente et les inégalités se creusent alors que le pays connaît dans le même temps une croissance inédite depuis 13 ans. Quelles en sont les raisons? Vous voyez ces explications de notre journaliste Guy Marosi et on en débat avec nos invités. En France, en 2018, selon l'INSEE, 14,7% de la population vivait sous le seuil de pauvreté. En d'autres termes, 9,3 millions de Français gagnaient moins de 1 065 € par mois. Un chiffre en hausse de 0,6 points par rapport à 2017. Pourtant, en 2018, la croissance s'établissait à 1,7%. Cette dernière ne profiterait donc pas à toutes les catégories de la population. Les 20% de Français les plus aisés détiennent en effet une masse de revenus 4,4 fois supérieure aux 20% les plus modestes. Un écart en légère augmentation en 2018 alors qu'il était stable depuis 2013. Cette hausse s'explique en partie par la forte augmentation de certains revenus comme les dividendes qui sont principalement l'apanage des ménages aisés. D'autant qu'au 1er janvier 2018 entrait en vigueur le prélèvement forfaitaire unique, plus connu sous le nom de flat tax, destiné à alléger l'impôt sur ce type de revenus.
Autre explication à cette hausse des inégalités, la baisse des APL, les aides personnalisées au logement pour les locataires des HLM, qui représentent parfois plusieurs dizaines d'euros en moins pour les ménages qui en bénéficient. À noter cependant que l'INSEE ne prend pas en compte dans ses calculs la baisse des loyers des logements sociaux censés compenser cette réduction des APL. Cela dit, même en retirant la baisse des allocations logement de l'équation, la tendance reste inchangée. Il y a bien également la baisse de la taxe d'habitation ou encore la bascule des cotisations chômage vers la CSG, mais ces mesures ne bénéficient principalement qu'aux ménages imposables, donc au-dessus du seuil de pauvreté. D'autant qu'il ne faudrait pas oublier que ces chiffres de l'INSEE ne concernent que les revenus. Et oui, les inégalités sont encore plus criantes lorsque l'on observe le patrimoine. Toujours en 2018 et toujours, selon l'INSEE, les 10% les plus aisés détenaient 720 fois plus de richesses que les 10% les plus pauvres. En résumé, la croissance bénéficie majoritairement aux ménages aisés, contribue à creuser les inégalités et ne permet pas d'enrayer la pauvreté. Voilà donc pour le constat, Jean-Marc Sylvestre, des pauvres qui seraient de plus en plus pauvres, certains économistes ne sont pas d'accord, et des riches qui seraient de plus en plus riches. Est-ce que le gouvernement finalement n'a pas une part de responsabilité ? Non, mais je veux bien que le gouvernement ait toutes les responsabilités. Il est coupable de tout. Mais je crois qu'il y a aussi un comportement culturel, un comportement individuel aussi. Il y a des chiffres qui me frappent. On n'a jamais eu autant d'épargne qu'aujourd'hui, depuis 15 ans. Si vous prenez le montant des dépôts au livret A, des caisses d'épargne, c'est considérable. Si vous prenez, si vous ajoutez à ça les PER, les plans d'épargne retraite qui ont été pris, ou les assurances vie, qui sont des placements basiques, tout cet argent ne rapporte strictement rien, puisqu'il n'y a pas de taux d'intérêt, et c'est considérable. Ça représente à peu près 50 à 60 000 euros par Français. 50 à 60 000 euros par Français. Si vous faites le total des encours divisé par le nombre Donc ça bloque l'économie, c'est ce que vous... Ça ne bloque pas l'économie. Ça permet, ça signifie quand même que le pouvoir d'achat distribué est thésaurisé dans une grande part, notamment celui qui a été distribué en 2018 et 2019, il a été thésaurisé. Pourquoi ? Ça traduit une méfiance, non pas dans la société, une méfiance dans l'avenir. C'est de l'épargne de précaution. L'incertitude. C'est de l'épargne de précaution. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas de projet pour ces gens. Ça veut dire qu'on n'a pas de pessimisme. Oui, c'est une forme de pessimisme. Il y a eu on a vu ce qu'a fait le gouvernement jusqu'à présent, qui a creusé aussi ces inégalités. Jacques Sapir, est-ce qu'il y a une part de responsabilité néanmoins dans les choix qui ont été faits par le gouvernement ? On le voit, les riches sont plus riches, les pauvres, en tout cas la frange la plus pauvre, est plus pauvre. Alors oui, il y a des responsabilités des gouvernements, je ne dirais pas simplement de ce gouvernement-là, on peut l'appliquer aussi au gouvernement de François Hollande, même au gouvernement de Nicolas Sarkozy, c'est une longue histoire. Alors, plusieurs points. Tout d'abord, quand vous modifiez le système des retraites, et là on est en face d'une modification assez globale, évidemment vous provoquez une angoisse sur l'avenir, évidemment vous poussez les gens à épargner plus. Donc ça, il faut savoir que c'est de toutes les manières, tout ce genre de réforme est profondément anxiogène, sauf si elle est à la fois bien appliquée et si elle est bien maîtrisée par le gouvernement. Faut rien faire. Non, mais si elle est bien maîtrisée par le gouvernement, ce qui n'est pas exactement le cas actuellement. Alors que l'autre réforme nous emmène dans le mur, le système nous emmène dans le mur, on ne change pas. Il était équilibré. Le climat anxiogène, on le constate dans la rue aujourd'hui quand même. Alors ça, c'est un premier point. L'autre point qui me semble effectivement très important, et là, la responsabilité est ancienne. Je me rappelle ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, pratiquement la première année, avait dit « Je vais rétablir l'autorité des professeurs dans l'école ». Et on voit la situation où on est arrivé jusqu'à maintenant. Bon, ce que fait M. Blanquer... supprimer les APL pour les absentéistes. Ce qu'a fait M. Blanquer peut être très critiquable sur toute une série de points, mais créditons-le au moins d'une chose, c'est qu'il a pris conscience que, les salaires des enseignants se sont dégradés depuis une vingtaine d'années, en particulier avec le blocage du point de rémunération, ça c'est un point important, et que 2, il y a massivement un problème à la fois de crédibilité dans le système scolaire et de rapport entre les familles et le système scolaire. Bon. Donc ça pose évidemment un énorme problème. Comment on va le résoudre ? Je pense qu'il faut l'attaquer par différents points, mais c'est un point. Troisième point, évidemment, la question
du chômage, ou plutôt la question de l'emploi. Et ce qui est important, c'est le fait que dans les nouveaux emplois qui sont ouverts, bien sûr, il y a quelques emplois bien payés, industriels, mais on voit quand même que la grande masse de ces emplois, ce sont des emplois de services assez mal payés. Et donc là, d'une certaine manière, l'offre, et en particulier l'offre incrémentale d'emploi, s'avère aussi traduire cette espèce de blocage de l'ensemble de la société. Oui, je ne suis pas sûr que la qualité des emplois qui sont offerts aujourd'hui sur le marché soit aussi dégradée que tu le dis. Ce sont évidemment des emplois de service, puisque nous sommes dans une société de service. Donc on ne va pas inventer des emplois industriels, du moins on ne va pas le faire en quelques mois. Mais ces emplois de service, ils peuvent être assez sophistiqués, mais ils nécessitent, pour pouvoir être gérés, beaucoup de formation et beaucoup d'adaptation. Quels sont les secteurs qui offrent le plus d'emplois ? Aujourd'hui, vous avez énormément de secteurs qui ne trouvent pas... Les services à la personne. Mais les services à la personne, c'est pas la restauration, le tourisme... C'est pas dégradant, les services à la personne. Je ne dis pas que ce soit dégradant, ce n'est certainement pas dégradant, mais ce n'est pas qualifié. Et c'est mal payé. La concurrence va faire en sorte, et les besoins vont faire en sorte qu'on revalorisera vraisemblablement ces emplois. Ce que je constate quand même, c'est que depuis un an, on a créé beaucoup d'emplois dans ce pays, et c'est le facteur principal... Est-ce que ce sont des emplois qui permettent d'évoluer aussi dans sa carrière? Il vaut mieux avoir un emploi, même un emploi modeste, que pas d'emploi du tout. Enfin, quelle est la situation sociale, culturelle et humaine du type qui n'a pas de job, qui se lève le matin, qui ne sait pas quoi faire? Mais alors, est-ce que la France permet, quand on est... On va écouter Emmanuel Macron, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Quand on pousse un chariot, est-ce qu'on peut devenir propriétaire de son commerce? Vous avez la réponse. Pourquoi vous demandez dans les classes moyennes françaises, vous voulez quoi pour vos enfants? Il y a 10 ans, c'était fonctionnaire. C'est moins vrai maintenant. Ils veulent faire entrepreneur ou ils veulent faire école de commerce ou ingénieur. Parce que le patron de la boîte où ils travaillent a fait cette école-là. Pourquoi en Allemagne, on met les enfants en apprentissage? Parce que le dirigeant de l'entreprise, il a fait apprentissage. Les gens ont du bon sens. Et donc, il est important aussi de construire dans l'entreprise des carrières d'excellence qui passent par l'apprentissage, qui reconnaissent la valeur de l'apprentissage et qui permettent aussi de montrer que c'est une filière d'excellence dans notre économie. Voilà, donc ça, ce sont des vieilles habitudes françaises, hein, la filière d'excellence. Est-ce que ça aussi, il faut casser ce modèle? Oui, alors ça reste extrêmement vrai. Et d'ailleurs, l'amélioration du marché du travail, qui, en effet... Elle n'est pas contestable. Non, mais elle n'est pas contestable, elle est évidente, avec des CDI, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que... Surtout qu'il n'y a pas de croissance. Oui, bien sûr, mais quand il y a des améliorations, on va prendre un exemple. Classiquement, nous continuons à vivre en France avec ce schéma dans lequel les bons emplois, dans les grandes entreprises, bien rémunérés, et les emplois de cadre en particulier, vont être occupés par des jeunes sortis du système éducatif. C'était, comme le président le rappelait, en effet, sortis d'école d'ingénieur et de commerce. Ça ne donne pas droit à l'erreur non plus. Comment ? Un système éducatif en France qui ne donne pas droit à l'erreur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on continue à valoriser ce type de formation. On a toujours du mal en France à avoir des mouvements de promotion interne permettant de devenir cadre un jour quand on ne l'était pas avant. On a toujours peiné en France à le faire. Et encore aujourd'hui, c'est vrai, à chaque fois que vous avez nous, on le voit bien, nos étudiants, aujourd'hui, trouvent tout de suite un emploi dans l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur, à ce niveau de formation, c'est plus simple qu'il y a quelques années. Mais donc ça, c'est un point qui est très important que je voulais simplement souligner. Mais la formation... Donc c'est cet attachement. Pardonnez-moi, c'est vrai que vous avez une primauté au diplôme et à la filière d'excellence. Mais c'est dans la grande entreprise. C'est dans l'entreprise du CAC 40. Allez à La Roche-sur-Yon, en Vendée, où vous avez que des petites et moyennes entreprises. C'est un des départements où il n'y a pratiquement pas de chômage. Allez en Auvergne, j'ai pris là, en Rhône-Alpes, allez, même en Mayenne. Tenez, en Mayenne, il y a à peu près 2 à 3% de chômage. C'est un chômage frictionnel. Hein, vous changez d'emploi. Mais c'est pas des gens qui sortent de l'ENA, d'HEC ou d'ailleurs, ou d'une école d'ingénieur. Ils ont fait toute leur carrière sur le terrain. Soit ils ont fait le 17 et
technique, lycée d'apprentissage et l'école d'apprentissage. Ou BTS. Beaucoup de gens sont issus du BTS. Dans une petite entreprise de mécanique, une petite entreprise textile. Faut pas. Là où la France. Non, mais là, on a un blocage. On va prendre deux, trois exemples parce que les choses se sont même dégradées. J'ai déjà fait des enquêtes sur les 300 premiers dirigeants d'entreprises françaises. Et vous regardez d'où ils viennent. Et sur les 250 premiers, vous devez en avoir un ou deux un qui était fils d'ouvrier. Pas davantage. Dans le monde politique également. À l'Assemblée nationale, nous n'avons jamais eu une Assemblée nationale aussi caricaturale de ce point de vue. Il y a la France insoumise, une aide-soignante, je crois, et c'est tout. Si vous voulez, on est, de ce point de vue, il y a vraiment un blocage tout à fait spectaculaire. C'est une question de mentalité, vous pensez ? Non, ce sont des habitudes qu'on a prises depuis longtemps. Vous avez raison, surtout dans les grandes entreprises, mais également dans l'ensemble. Alors, évidemment, les grandes entreprises, mais également dans la sphère politique, dans beaucoup si vous voulez, dans les élites, pour parler clair, où, effectivement, ça va passer par un certain nombre comme on dit, de titres de noblesse ou de formation, ou de types de formation, mais avec des parcours bien définis. Mais ça c'est vraiment très peu ouvert. Alors je voudrais dire que souvent, c'est un point quand même, je voudrais signaler, qu'on parle sans arrêt depuis des années à l'agenda politique de faire une place aux femmes dans des conseils d'administration, dans la vie politique, ou à des personnes qui sont issues de l'immigration. Là, on en parle énormément. On regarde à chaque fois comment est composé un gouvernement, combien sur les listes politiques il y a d'hommes et de femmes, combien il y a dans les conseils d'administration. Et moi, je faisais remarquer il y a déjà bien longtemps, avant qu'on les modifié, que dans les conseils d'administration, par exemple, où on introduisait des quotas de genre, ou hommes-femmes, eh bien, on n'introduisait pas d'obligation, il y a quelques années, qu'il y ait des représentants du personnel, comme on le fait dans d'autres pays. Et quant à se demander s'il y a des enfants d'ouvriers ou des ouvriers dans un conseil d'administration ou dans un board, on ne se pose pas la question non plus. Et déjà, qu'il y ait des représentants des salariés, ça permet d'avoir une représentation de gens moins qualifiés dans des conseils d'administration. Donc le modèle allemand ou scandinave, sur la présence de travailleurs dans les conseils, c'est une manière d'ouvrir à d'autres milieux sociaux qui, en France, n'existent pas. Et pour finir, il y a un point, je voudrais le dire, parce que un jour, il faudra que ça change. La France a aussi cette particularité qu'il y a une convention de l'OIT de 1959 qui s'applique dans tous les pays, dont la France. L'Organisation du travail. Oui, qui prévoit, convention C111, qui prévoit que dans le domaine du travail, l'origine sociale, c'est-à-dire la profession des parents, votre origine sociale est un motif de discrimination au même titre que la couleur de peau, le sexe ou autre chose. C'est dans les conventions internationales depuis la nuit des temps, enfin au moins pas mal d'années. Vous allez sur le site du Défenseur des droits et vous regardez si origine sociale est mentionnée quelque part et vous verrez jamais. Jamais. Ce n'est ni repris dans la définition des critères de discrimination en France, ça n'est pas traité. Il n'y a jamais d'enquête sur ce sujet. Donc on en parle dans le domaine éducatif, je vais être clair. Quand on parle d'inégalité des chances à l'école, là, on se demande quelle est la profession des parents. Bien sûr. Quand vous êtes sorti de Sciences Po ou de vos études, quelles qu'elles soient, et que vous rentrez dans une entreprise, eh bien, sachez qu'à partir de ce moment-là, plus personne ne s'intéresse. Du jour où vous avez candidaté quelque part, on ne sait plus si vous êtes un enfant de cadre ou un enfant de... Or, donc c'est le système scolaire. En revanche, on sait que vous êtes du réseau HEC. Voilà, c'est pire que ça. C'est pire que ça, c'est que nous savons, c'est pire que ça, c'est que le téléphone va marcher et 50% des emplois aujourd'hui, il faut quand même le dire, quasiment la moitié des cas, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays, il n'y a pas que la France. C'est des recommandations. C'est des recommandations. Donc si vous voulez, et pour les stages, c'est comme ça. Nous, on fait des enquêtes. C'est moins vrai là, actuellement parce qu'il y a une demande très forte. Oui, il y a une demande. C'est vrai. Mais ça, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même effarant. Et à côté de ça, on va vous parler... Non mais, parce que moi, ça me fait rire. À côté de ça, on va vous parler de formes très importantes de discrimination qui sont la question des personnes transgenres. Non, mais c'est une blague. Comment ? Il y a un décalage entre le discours et ce qu'on devrait faire. Mais il y a des sujets importants et massifs. Et là, l'inégalité des chances en raison du milieu social est massive. À côté, se préoccupe. Tout ne peut pas être parfait non plus. Oui, non, mais c'est parce qu'on se préoccupe de sujets qui sont anecdotiques. Ça dépend beaucoup des entreprises et des chefs d'entreprise. Moi, je connais quelques entreprises au CAC 40 qui ont parfaitement conscience de ça. Interrogez ce que faisait Claude Bébéar quand il a constitué AXA. Oui, c'est vrai. Mais vous savez que ça a changé Interrogez depuis. ce qui se passe chez L'Oréal.
L'Oréal, regardez ce qui se passe chez malheureusement, Danone. depuis qu'il est parti, malheureusement, depuis que Bébert est parti, sa nouvelle DRH n'est pas du tout sur cette ligne. Oui, mais parce que 80% de l'activité du groupe est internationale. Alors, donc, il faut aussi faire de la place. J'aimerais qu'on parle quand même. Moi, je voudrais juste une question sur la formation obligatoire, justement, qui a été introduite par ce nouveau gouvernement. La formation obligatoire pour les jeunes décrocheurs scolaires de 16 à 18 ans. Beaucoup de jeunes quittent l'école à 16 ans. Le gouvernement veut les inciter à suivre des formations, justement, on en vient à l'apprentissage qu'évoquait Emmanuel Macron. Voilà, des formations pour essayer de les remettre sur les rails du marché du travail. Est-ce que c'est la bonne méthode, selon vous? Est-ce qu'il y a des mécanismes d'accompagnement pour essayer de le... Je vais dire une énormité qui va permettre à Jacques Sapir de rebondir. Non seulement que c'est la bonne méthode, non seulement il faut que ça la rende obligatoire, mais il faut conditionner les aides sociales que l'on peut percevoir en contrepartie d'une formation. Je crois que le type qui bénéficie d'une formation aidée par l'État, il peut en contrepartie... Et l'accès à la formation, est-ce que c'est facile ou pas? Je dirais que ça a l'apparence d'une bonne méthode, mais tant qu'on n'aura pas redonné une confiance de la famille ou de l'enfant, enfin de l'adolescent ou du post-adolescent qui est décrocheur dans le système, je suis désolé, ça ne fonctionnera pas. Il faut d'abord se poser la véritable question, qui est celle de savoir pourquoi est-ce que cet adolescent a-t-il décroché? On ne décroche pas pour rien. L'école est perçue comme une contrainte, finalement. Exactement. Et si vous voulez, ça c'est la grande différence. Par exemple, quand vous allez dans un pays asiatique, quand vous allez en Corée, quand vous allez à Singapour, vous vous rendez compte très vite qu'il y a toujours cette idée, qui peut d'ailleurs être, je ne dirais pas fausse, mais qui peut être enjolivée, qu'on va réussir par l'école. Bon. Et ça, c'est une forme de prophétie autoréalisatrice. Le plus les gens y croient, le plus ça se produit. Inversement, quand vous êtes dans une situation où vous dites de toutes les manières, étudier ça ne sert à rien, c'est fichu d'avance, eh bien ça va provoquer d'autant plus d'échecs, de décrochage. Donc il y a là, c'est quelque chose, si vous voulez, c'est difficile à maîtriser parce qu'on est dans l'immatériel, on est dans de la représentation. Mais tant que l'on n'aura pas aborder cette question. Finalement. Le jeune en question, il voit son père au chômage depuis qu'il est né, sa mère également au chômage, il vit dans une cité avec que des gosses qui ont des parents au chômage. Comment voulez-vous qu'il s'en sorte dans cette situation-là? Il y a des cas, tout passe par le travail. Non, il y a des cas. Vous reconstituez un tissu de travail. Il y a des cas, et si vous voulez, j'en ai plusieurs, où ces gens qui étaient dans ces situations très difficiles, avec une mère, femme de ménage, 5 enfants, 6 enfants, mais cette mère, qui pourtant pouvait être analphabète, très souvent, elle disait, c'est par l'école que tu réussiras. Et si tu ne vas pas à l'école, tu auras affaire à moi. Donc c'est aussi une question de milieu familial, Jean-François Amadieu, c'est une question d'éducation tout simplement au sein de la famille. Oui, c'est un rapport au diplôme, à la réussite. C'est-à-dire, est-ce que la réussite, c'est connu depuis très longtemps, est-ce que vous pensez, est-ce que les parents ou les enfants pensent que la réussite, c'est une question de chance, ou est-ce que c'est une question d'éducation et d'effort et de travail? D'autre part, est-ce que vous pensez que donc on peut arriver sans travailler parce qu'on a un talent, un génie ou de la chance, ou pas. Et les études qu'on a, notamment il y en a beaucoup récemment qui sont menées dans plusieurs pays, et évidemment en Asie, aux États-Unis, etc., montrent que la question n'est pas une question ethno-raciale du tout, c'est une question de travail. Et on s'est aperçu, avec des études précises, que c'est simplement la quantité de travail. Ce qui d'ailleurs est un peu inquiétant, les Américains sont assez ennuyés, parce que les collégiens américains bossent de moins en moins. Bon, bref, c'est un club de vacances. Mais si vous voulez, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui est valorisé dans notre société? À partir du moment où votre enseignant, finalement, est un peu démonétisé, il gagne plus rien, il n'a pas tellement réussi, il compte plus trop. Vous-même, vous constatez que finalement, aujourd'hui... Il est mal formé aussi. Il est envoyé dans des classes qu'il ne maîtrise pas. Voilà. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quels sont les modèles de réussite depuis quelques années. Il est certain qu'à partir du moment où vous explique, la réussite, faire une télé-réalité, être un influenceur, finalement, faire des du foot, modèles qui sont exacerbés des par tas les de modèles. sociaux, et quand vous voyez les gains générés en effet dans des tas d'activités, vous vous dites, mais effectivement,
pourquoi s'embêter à travailler ces exercices de maths à la maison, ou faire des devoirs, ou s'ennuyer, alors qu'il y a d'autres moyens et qu'on peut y arriver autrement. Et en fait, c'est aussi la mise en scène de ces formes de réussite. Si c'est ça qui sont les moyens de réussir, pourquoi, en effet, faire autrement? Donc c'est un ensemble, et là, on sait très très bien que malheureusement, depuis plusieurs années, les choses se dégradent. Et il faut ajouter que, bien entendu, parce qu'on est déjà confronté à ça, aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux ont considérablement modifié les choses, bien sûr, les écrans, etc. Et ça ne joue pas dans la bonne direction, et donc c'est assez inquiétant pour question politique, il nous reste plus beaucoup de temps. Question politique, la panne est-elle la faute aussi des politiques? On l'a vu déconnectés, on a accusé Emmanuel Macron d'être le président des riches. Il y a toute cette sémantique aussi politique, hein, la France qui se lève tôt de Nicolas Sarkozy, les 100 ans avec François Hollande. Cette image finalement que les politiques renvoient aux personnes qui ont le plus de mal pour réussir aussi, ça joue sur la démotivation les politiques générale. Payent leur démagogie qui a consisté le plus souvent à acheter des voix. À acheter des voix par des promesses, par un certain nombre de choses. C'est comme ça qu'on est devenu le pays le plus dépensier en matière de dépenses publiques et sociales, et c'est aussi pourquoi on est devenu le pays le plus inégalitaire. Oui, enfin, cela dit, je vous ai trouvé plutôt sympathique tout à l'heure en indiquant que le président de la République et le Premier ministre, actuellement, ne portaient pas de responsabilité particulière dans l'écart de situation entre les plus riches et les plus pauvres. Là, il y a quand même une évidence que personne ne contestera, c'est que la politique a été plutôt fiscalement avantageuse pour ceux qui étaient les plus favorisés, ce qui n'est pas contestable. Ça n'a été que du rattrapage pour permettre d'augmenter les marges et les entreprises d'investissement, et donc vous voyez, vous en sortez la finalité. On peut discuter de la finalité et de l'efficacité de cette politique. On était aussi le pays qui payait le plus d'impôts. Voilà. Mais sur le résultat que ça produit et sur le fait que c'est en effet là imputable très clairement aux choix qui ont été faits à partir de 2017, c'est certain. Ça c'est certain. Maintenant qu'après ça puisse produire des effets vertueux ou pas, ça c'est une autre discussion sur c'est l'effet ruissellement. Mais ça, on le verra. La baisse du chômage, qui est indéniable en tout cas. La baisse du chômage. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il faut rappeler que c'est quand même quelque chose qui se joue sur la longue durée. Bien sûr que le gouvernement Édouard Philippe a sa part de responsabilité, oui, c'est pour ça. Mais les autres gouvernements, les gouvernements de ces 15 dernières années, ont une immense responsabilité. Parce que ça fait 40 ans que cet ascenseur social, en tout cas, est... Non, si vous voulez, je vous dis, jusqu'au milieu des années 90, on avait plutôt une amélioration de ce point de vue-là. Et c'est depuis les années 80, ça fait 25 ans. D'accord. Vous avez une incompétence totale d'un certain nombre de politiques. Quand vous voyez un des candidats, enfin il n'est plus candidat, mais un des candidats à la mairie de Paris qui offre 100 000 euros pour acheter un appartement, il a bloqué le marché immobilier et il a fait en sorte d'augmenter. Ah non, j'ai pas parlé. On est dans une... Tout va bien. On va passer aux questions-réponses et le résultat de notre sondage en ligne. L'ascenseur social s'est-il arrêté à la naissance, à l'école, à l'université, à l'entrée dans la vie professionnelle et peut-être même à la retraite? On a posé la question sur nos réseaux sociaux et vous voyez le résultat. À la majorité, les sondés disent que cet ascenseur social s'arrête à la naissance. Hein. Donc on voit bien ce pessimisme finalement. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Vous avez la réponse. Ça résume un petit peu ce qu'on a dit, Jacques Sapir. Alors le problème, c'est que très souvent, l'école dépend de la naissance. Si vous venez d'une famille dans un bon quartier qui n'a pas, non, mais surtout qui n'a pas confiance dans l'école, c'est ça. Ça jouera un rôle important sur l'effet de l'école pour vous discriminer. Oui, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu et participé à ce débat sur RT France. C'est la fin de cette émission. Restez avec nous. Qu'est-ce qui pousse tout ça ?